l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour et bienvenue dans Ici Montferrand. La semaine dernière, nous avons pris le siège d'Éric de Cromière. Cette fois-ci, nous allons nous asseoir dans les travées du stade Marcel Michelin. Et on va se poser la question avec Christophe Buron, Valérie Lefort et Jean-François Nunez. Est-ce qu'il y a encore de l'ambiance au stade Michelin? Bien sûr, dans ce podcast, on reviendra avec les tops et les flops et le quiz. Mais avant, bien sûr, cette question, est-ce que pour vous, l'ambiance baisse au stade Marcel Michelin? Ah ben oui, clairement, oui. Enfin, si c'est une question simple que tu veux, ou tu fais un tour de table, ou il faut déjà développer Non, juste un tour de table. Oui pour Christophe. Pour toi, Valérie? Oui. Oui, et pour toi, Jeff? Tu veux me dire non, ça m'arrangerait pour le débat. T'es pas normand, toi? Il y avait du mieux hier. Il y avait du mieux hier. Ouais, Effectivement, j'ai trouvé du Clermont mieux qui a joué hier. face à Baf, c'est vrai, mais un petit peu. avec une affluence qui n'avoisinait pas encore les 17 000 Ah, spectateurs. non, on était encore 17 000. On était plus sur du 16 300, je crois, à peu près. C'était 16 332. Objection, votre honneur. Ouais. Le match était sur France Télévisions, sur France 2. Donc... Oui, non, mais même, Ah je oui, pense ça que... joue. C'est-à-dire en clair, ça peut jouer. Ah, bien sûr. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, même avec des matchs sur France 2 Tout à fait. dimanche après-midi, le stade était plein. Là, il manque 2500 personnes pour faire un guichet fermé. C'est beaucoup. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé sur une affiche importante de Coupe d'Europe, parce que c'était pas un match pam-pam. Il fallait que l'ASM confirme son succès de la semaine d'avant. Donc il faisait beau. C'est vrai que bon, il y a la période de Noël, mais ça, on a déjà vécu ce genre de contexte Coupe d'Europe de décembre. Ça faisait le plein. Et là, ça ne fait, on est loin de faire le plein, quoi. Il manque 2500 personnes, quoi. Je ne sais pas si on peut comparer ce qui est comparable, mais en tout cas, ça sera peut-être quelque chose qui sera dans vos arguments. Mais l'année dernière, il me semble que Clermont avait fait plus de public avec Timisoara, non? Oui, mais il y avait une offre couplée, il me semble. Il y avait une offre couplée, Timisoara, Castres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plusieurs matchs couplés avec des tarifs avantageux et intéressants en cette période de fin d'année. Voilà. On avait coutume de dire que c'était les places les plus chères qui partaient les plus vite habituellement. Ouais. Et là, on a remarqué quand même il y avait des gros trous dans les pesages. Donc il y a aussi peut-être un problème de pouvoir d'achat aussi pour les gens, hein. C'est difficile. Je veux dire là dans les places les moins chères pour le coup. Pour le coup oui, c'était inversé. Ouais. Et on regardait en dessous de la Flipono, il y avait d'énormes trous, hein. Ouais. Donc là où les places sont les moins chères, il y avait de la place. Donc il y a aussi, on arrive sur la fin de l'année, il y a Noël, il y a les incertitudes liées à tout ce qui peut se passer. Donc ça peut jouer aussi. Est-ce qu'il y a, on va dire, alors, juste pour reprendre les chiffres, Clermont tourne aux alentours de 16 000 de moyenne depuis le début de l'année, là où avant il pouvait tourner jusqu'à 18 000 de moyenne. Parce qu'entendons-nous bien, il n'y a rien de dramatique, hein, quand même. Non. Il y a rien de dramatique. Éric de Cromière dit qu'il a perdu 80 000 euros par rapport à la saison dernière, ce qui ne représente pas grand-chose dans le budget de l'ASM. Mais juste, oui, tu fais la moue. Pour toi, c'est... Non, mais c'est quand même... c'est pas neutre non plus. Bon, il me semble quand même que c'est une inversion de courbe qui n'a plus existé depuis plus de 10 ans, quoi. Donc, qui peut interroger. Évidemment que ça met pas le club en péril, bien évidemment. Et évidemment qu'il n'y a pas péril dans la demeure et qu'il ne se passe pas plus rien au stade. Je pense que le vrai juge de paix, là, si ça redémarre, je pense que c'est le match de l'Ulster le 11 janvier. Ce match-là, si ça ne fait pas le plein, là, il faudra peut-être qu'ils se posent des questions et savoir pourquoi les gens viennent moins au stade. Enfin, si on met une pièce, on est tous d'accord que ça fera le plein. Oui, alors là, pour moi, oui. Pour moi, on sera au-dessus des 18 000. Ça doit faire le plein. Si ça ne fait pas le plein là, il faudra qu'ils se posent des questions. Mais je pense que les questions, elles se les posent déjà. Oui, après, il faut peut-être élargir le débat et se demander si c'est un problème inhérent à l'ASM ou si ça va au-delà. C'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Est-ce que ça peut être dû à une désaffection plus générale du rugby et du rugby français en particulier? Moi, je pense. Non, mais il faut être lucide qu'on a fait tout un début de saison et les principales équipes françaises avec des squads qui étaient amputés de tous leurs meilleurs joueurs. Ouais, bien sûr. Il y a ça aussi à prendre en compte. Jeff, ils sont rentrés il y a plus d'un mois. Ce match de hier aurait dû faire le plein en temps normal. Ils sont rentrés il y a plus d'un mois, certes, mais ça explique aussi peut-être le différentiel dans la billetterie de la SM, hein, tout simplement, je pense. Sur la moyenne, oui. Sur la moyenne. Mais hier ça va être sur l'ensemble de la saison, ça sera lissé. Hier, c'est décevant, quoi. 16 300, c'est décevant. En effet. On reprend la Coupe d'Europe il y a 2 ans, on tournait à 18 400, du 5, ça peut aller jusqu'à 18 800. Qui doit être le record du stade ou pas loin de 19. Juste une question, Christophe. Peut-être un match contre Toulon, en effet, un quart de finale. Je suis à côté de la plaque, mais il se trouve que l'ASM, la semaine précédente, a déroulé en deuxième mi-temps face à Baf. Si le match a été plus serré, même si Clermont s'était imposé à Baf, mais de manière très très serrée, est-ce qu'on n'aurait pas vu plus de personnes au Michelin? Est-ce que les gens ne sont pas dit on va voir un match qui va se faire dérouler par Clermont? Ce qui était, somme toute, assez vrai. Non, il y a un vrai problème peut-être de lassitude, de problème vis-à-vis du rugby en général, parce que le phénomène existe dans d'autres stades.
je crois qu'à Toulouse, il y a eu un match important en Coupe d'Europe là, sur le premier bloc, ils ont fait 15 000 et quelques. On voit bien que les audiences baissent. Toulon en challenge, il n'y a pas grand monde. Ouais, mais c'est le challenge, on peut toujours dire que. L'UBB en challenge a fait 12 000 dans un derby contre. Alors mais l'UBB reste un club qui attire. Mais 12 000 dans un stade, dans un parc Lescure qui peut en contenir quasiment 2,5 fois plus. Et alors qu'ils ont des belles affluences supérieures au-delà des 20 000. C'est peut-être aussi une petite claque. Est-ce qu'on a tué la poule aux œufs d'or avec la Coupe du Monde, les matchs doublons peut-être, les gens ne s'y retrouvent pas forcément, effectivement. Le manque de visibilité, le manque de visibilité sur les compétitions. Qu'est-ce que vous appelez le manque de visibilité, Parce qu'on passe d'une Coupe du Monde, alors qu'en même temps se déroule le championnat, le top 14. Les garantes, on passe du top 14 à la Coupe d'Europe. On revient à un match de top 14. On revient à un match de match et hop, le coup d'après. C'est très compliqué pour le gens à suivre. Ça manque un peu de clarté dans les compétitions. Beaucoup de clarté. Mais c'est exactement comme je l'avais dit une fois. Quel spectateur voudrait payer pour aller voir un Classico Real-Barça sans Messi, sans Ronaldo, sans Griezmann? C'est exactement ce que le rugby a créé. Voilà. Et le rugby a créé des matchs, des Classicos et des affiches extraordinaires, mais sans Penaud, sans Raka, sans Ituria, sans ces joueurs-là. Et j'ai presque envie de dire avec un peu la complicité du diffuseur qui aurait dû taper du poing sur la table et au contraire continue ou ne fait rien, alors qu'il a quand même un pouvoir à mon avis, peut-être pas décisionnaire au plus haut niveau, mais au moins de consultation. C'est lui qui met l'argent dans tous les cas. Il met l'argent, donc il devrait dire attends, il y en a marre de mettre des matchs en prime time où il va manquer la moitié des meilleurs joueurs, notamment sur le début de saison à cause de la Coupe du Monde, mais même de par la formule de ce championnat qui fait qu'on peut déjà annoncer que clairement on va pas aller à Toulon avec sa meilleure équipe. Avec sa meilleure équipe. Et c'est pourtant une affiche un dimanche à 21h. Mais bon, ça c'est rentré dans les mœurs. Comme tu dis, le rugby a inventé ce modèle qui est un peu stupide. Et il n'existe absolument pas au foot. Et un Toulon ASM, c'était une finale de Coupe d'Europe il n'y a pas très revenir. Oui, tout à fait. Oui, c'est un classico aujourd'hui. Donc c'est une affiche. De ces 10 dernières années, c'est pam-pam. C'est une vraie affiche. Pour revenir à Clermont, est-ce qu'il n'y a pas aussi une lassitude? Parce que là, pour le coup, Clermont a été au plus haut niveau pendant des années. Et au plus haut niveau pendant des années, est-ce que les gens ne se lassent pas de voir des grandes affiches de Coupe d'Europe, des grandes affiches de championnat? C'est ce que disait Thierry Fraisse, le président de l'Interclub. Il dit que c'est un pub qui a tellement été dans l'attente pendant j'allais presque dire un siècle, qui depuis 10 ans il est gâté en termes d'événements, de matchs spectaculaires, parce que c'est un club qui a mis 4 ans avant de basculer dans la vraie Coupe d'Europe par exemple. Donc, et aujourd'hui, il y a eu quelques titres en plus. Est-ce que l'attente a baissé à tel point que les gens préfèrent aller se promener le dimanche que de venir au stade? Je ne sais pas, mais ça peut être une explication. Il y a aussi une modification sociologique du public qui s'est faite sur les 10-15 dernières années, qui est patente, ça se voit. Bon, aujourd'hui, le public est un peu plus, entre guillemets, bourgeois ou embourgeoisé qu'il ne le fut. Donc forcément, ça joue aussi sur l'ambiance, sur l'affect que les gens peuvent porter. Bon, puis si, effectivement, quand vous êtes dans une loge entre les petits fourrés de champagne, moins enclin sûrement à pousser derrière son équipe, à crier. Alors là, on parle pas de l'affluence, on parle bien de l'ambiance. Là, on parle de l'ambiance. Mais tout est lié. Oui. On est passé d'un public de supporters à un public de spectateurs qui viennent consommer un spectacle, comme quand on va au cinéma ou au théâtre ou à l'opéra. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance pour revenir. Alors là, c'est pas la même ambiance le coup, pas entre le spectateur et le supporter. Jeune joueur, mais vraiment vieux Bliscard. Mais quand on se rappelle la tribune populaire tout en métal et en bois qu'il y avait dans ce stade Michelin il y a quelques années, j'étais pas né. Non, j'irai pas jusque là. Non, mais il y a pas si longtemps que ça, messieurs. C'était il y a 20 ans. Non, mais l'ambiance. On parle de l'ambiance d'il y a 3-4 ans, 2 ans. Cette ambiance-là, elle était ce qu'elle était, mais c'était incomparable avec ce qu'on a vécu il y a 5-6 ans. Tu veux dire qu'elle était meilleure il y a 5-6 ans? Oui, bien sûr, oui. Parce qu'il y avait déjà 4 fois plus de monde au stade. Il y avait 12 000 personnes à l'époque de la tribune en bois et en métal dont je vous parle. Il y avait 12 000 personnes, c'était la capacité du stade. Oui, mais alors la capacité n'était pas pleine. Est-ce que tu connais la moyenne de spectateurs à cette époque? C'était beaucoup moins. Au stade Michelin, ouais, bien sûr. entre 95 et 99. Beaucoup moins. Elle est passée de 5 à 7 000, 8 000. Non, mais c'est là où j'en reviens à mon argument. On est passé d'un public de supporters à un public de spectateurs. Alors il y a certes beaucoup plus de monde dans le stade, mais ils viennent consommer un spectacle et pas pousser derrière une équipe. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait encore ce front je pense que de supporters. Petit à petit, il y a quand même eu un changement tout doucement qui s'est opéré, en douceur, mais bon, il s'est opéré. C'est un des constats qu'a fait Thierry Fraisse et les gars avec qui ils travaillent là ils ont fait une réunion de crise, on peut appeler ça comme ça, de l'Interclub, de plusieurs clubs de supporters pour savoir ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de changements de personnes qui venaient au stade. Avant, c'était des habitués. Il m'a dit on reconnaît de moins en moins de personnes.
beaucoup de gens prêtent leur carte d'abonnement. À qui, et même les sous-loups. Ça peut arriver. Ah, ça c'est un problème. Est-ce que les gens font de l'argent avec? J'en sais rien. Et du coup, c'est comme dit Jeff, il y a plus de spectateurs que de vrais supporters. Et du coup, ça fait baisser vraiment l'ambiance. Même si hier, effectivement, il y a eu un petit regain. Mais bon, on parle aussi. En termes d'ambiance, tu veux dire là? Oui, en termes d'ambiance. Et puis, puis on est un petit peu gâtés. Il y a qu'à lire l'équipe aujourd'hui, par exemple. Le papier de Bono parle du fervent public de Clermont. Voilà. Et puis, c'est vrai que si on compare, parce que bon, quand on dit on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Cette année, moi, il n'y a pas beaucoup de stades où j'ai vu plus d'ambiance qu'ici. Peut-être à l'Ulster en Coupe d'Europe, c'était vraiment sympa. Pour le reste, j'étais à Basse il y a 10 jours. C'était morne pleine. Hein. Mais on compare ce qui est comparable. Et on compare l'ambiance du sur les dernières années et cette année. Hein. Je pense que même par rapport au reste des clubs du top 14, l'ambiance n'est pas meilleure. Enfin, j'en vois pas d'autres non plus qui supplantent le public. Tu restes au-dessus. Donc c'est bien qu'il y a peut-être aussi un problème, un phénomène général qui touche le rugby, peut-être un début de désamour. On verra. À Montpellier, tu vas avoir un match. Si tu amènes ton oreiller, tu t'endors. Hein. Est-ce qu'il y a un problème d'identité de la part du public? Est-ce que par rapport à cette équipe de Clermont, il se reconnaît moins dans les équipes précédentes? À Clermont? Ouais. Peut-être aussi, tout à fait. C'est possible. C'est une des réflexions qu'on a beaucoup entendues dans le public ou en dehors sur les 2 premiers mois de compétition, notamment quand il n'y avait pas les internationaux et notamment français, parce qu'ils en avaient beaucoup. C'est difficile de s'identifier à des mecs qui viennent de l'extérieur pour 3 mois, 4 mois. On sait qu'ils sont juste de passage. Bon, vous êtes là, vous regardez le match, vous le consommez. C'est un peu différent. On n'imagine pas, on en revient à la comparaison avec le foot, un club, puisque l'ASM, c'est quand même un club du haut du panier, on n'imagine pas au foot le PSG ou je sais pas, ou Bordeaux ou Saint-Etienne jouer 3 mois de la saison avec la moitié des joueurs qui sont pas là, des stars qui sont pas là, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a un vrai problème dans le rugby. Un jour, il faudra qu'il le règle. Mais bon, ça fait longtemps la bonne formule parce qu'il n'y a que 52 semaines. Oui, et puis bon. On a rajouté une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe. Les joueurs ont du mal à s'identifier, mais le public a aussi du mal à s'identifier. Peut-être à une équipe où il y avait beaucoup d'étrangers, notamment des joueurs qu'on sait de passage, qui sont là. Voilà, et puis c'est un club qui a perdu quelques figures historiques. Rougerie est parti. Quelques totems. Rougerie, Kaiser, il va perdre Zirakashvili. Voilà, c'est des références. Des phares auxquels s'identifie le public. Même si on imagine que Clermont est aussi en train d'allumer d'autres phares. On pense à des jeunes joueurs qui sont en train de prendre il y a des joueurs pour prendre la relève, mais seront-ils... Est-ce que dans 5 ans, Damien Penaud, Arthur Ituria seront les dignes héritiers ou ambassadeurs du club comme l'ont été Aurélien Rougerie, ou on pourrait parler aussi de Morgane Parra, qui est là depuis 10 ans. Toute la question qu'on peut se poser, c'est effectivement sur l'avenir du rugby. Est-ce qu'on va en arriver comme au foot avec des transferts de plus en plus réguliers, des joueurs qui partent à droite et à gauche? Si ça arrive, effectivement, en termes d'identification, ça va être plus compliqué. Et encore, justement, c'est peut-être l'effet inverse ici. C'est qu'ici, quand même, malgré tout, il n'y a pas énormément de changements et de turnover par rapport à certains clubs. Et je pense que la lassitude du public, entre guillemets, alors ça, c'est une réflexion de gens qui sont peut-être gâtés, mais effectivement, peut-être que ça manque un peu de nouvelles têtes. Ça manque peut-être justement de nouveaux visages. Alors, dernier point. Clairement, on l'a dit, on l'a répété, nous dans ce podcast, t'as pas beaucoup recruté cette année. Est-ce que le manque de nouveauté, c'est quelque chose qui peut aussi expliquer que les gens sont moins en attente, de voir quelque chose même dans le groupe sur les années, enfin le turnover, il se fait quand même de façon très modérée parce que les joueurs sont intégrés, il y a un vrai projet de jeu, voilà, et puis même un projet entre guillemets de vie, même si je veux pas être pompeux autour du thème, mais autour du club. Et voilà, il y a peu de joueurs qui viennent pour 2 ans, quoi. Ça existe peu, alors que dans d'autres clubs, il y a qu'à regarder les transferts, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils s'en vont, ils tournent. Clairement, en général, quand un mec vient, il sait qu'il est là pour un paquet d'années. Par rapport au recrutement, plus que la quantité, c'est peut-être aussi quelques figures de proue, des stars entre guillemets. Je pense que les derniers arrivés, c'était Slimani il y a maintenant 3 ans, je crois. Mais les derniers recrutements ont été plutôt des joueurs pas anonymes, mais bon, pas des têtes de gondole. On n'a pas fait venir ni Pollard, ni Estebet à Toulon, qui peuvent avoir un pouvoir d'attraction sur un nouveau public ou sur des Non, mais c'est même différent, Christophe. C'est que là, cette saison, tu as recruté un remplaçant à l'ouverture. Alors, remplaçant ou pas. Oui, tout à fait. Un deuxième ligne remplaçant et un talonneur remplaçant. Oui, bien sûr. C'est clair que ça joue. Il manque peut-être une figure. Les gens ont peut-être besoin, ils sont lassés plus vite, peut-être aussi. Une pépite mondiale. Oui. Non, mais peut-être faire un recrutement à la toulonnaise.
en faisant un gros coup. Mais alors là, après, il faut aussi salary cap. Hein. Bien sûr. Voilà. Clermont avait recruté, on s'en souvient, il y a une dizaine d'années, un Sylvie Vatou. Moi, je me souviens de matchs européens où il avait traversé le terrain. Il y avait une ambiance qui était quand même qui était autre chose que celle qu'on a. Après, il y a eu d'autres joueurs. Toujours des joueurs de talent sur le terrain. Je veux dire, mais ça n'empêche pas. Il y avait du spectacle. Tout à fait. Capable de faire les pneus arcade, tout ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, mais c'est toujours aussi exceptionnel, quoi. Tu prends les deux Toyava, Moala, qui sont des excellents joueurs. C'est pas là le problème. Mais ça n'a pas l'aura d'un Wilkinson, même d'un Sexton. Bon, peut-être Sexton aujourd'hui, c'est peut-être pas, c'est moins vrai. Mais il y a 3-4 ans, qu'un Estebet aujourd'hui, d'un Ashton, qu'un Ashton. Il y a des joueurs comme ça en termes de talent, ils n'ont rien à lui envier, à leur envier à ces joueurs-là. Hein. Mais peut-être en termes d'aura, de charisme. En termes d'image, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, Clermont a plutôt des recrutements entre guillemets raisonnables et un peu moins clinquant. Oui, il y a une époque aussi avec Breton Pauls qui était une star mondiale lorsqu'il est venu ici. Alors après, peut-être qu'il n'a pas fait de grandes choses sous le maillot de l'ASM. Je veux bien le croire. Mais quand il est venu, Breton Pauls, c'était une référence à son poste. Il y a eu 2 joueurs qui ont marqué cette période et qui ont été d'excellents joueurs et qui se seraient régalés apparemment à d'autres époques de ce club. C'est Breton Pauls et Stéphane Jones par exemple, qui étaient des grands joueurs, mais bon, quand ils n'ont pas eu la chance. Ils sont tombés à une période compliquée pour le club. Voilà, c'était pas. On va dire ça. Voilà. À l'époque où il y avait un peu de mou dans le gouvernail. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs? On a fait le tour de la question? Oui. Rendez-vous le 11 janvier. Juste là, je pense que ce sera un vrai baromètre. Oui, face à l'Ulster. Juste pour finir, je pense sur ce que disait, corroborer ce que disait tout à l'heure Valérie, j'ai eu 2 réflexions hier dans les tribunes par rapport au papier qu'on avait fait dans le journal. Il y a l'aspect financier et notamment le prix des places. Et la sensation que ce club fait beaucoup pour le client haut de gamme qui est le partenaire en loge et peut-être un peu moins pour le supporter un peu plus lambda. Ça, c'est un ressenti, tu veux dire, pour sa base et pour la base. Aujourd'hui, être en tribune, pas principale, enfin une des 2 grandes tribunes où est pas trop mal placé, c'est un billet minimum de 40 ou 45 €. Et si vous venez en famille, les gens commencent à compter. Après, on en parlera un autre jour. Hier, le match sur France Télévisions quand même. Je pense que ça a joué quand même. Une chose qui me marque, moi, dans le stade, par rapport à quand j'étais enfant, et j'allais au stade Michelin quand j'étais enfant, c'est qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a quasiment plus d'enfants dans ce stade. Et c'est une réalité. Il y a de moins en moins d'enfants. Ça coûte cher de faire venir des enfants. Parce qu'avant, c'était gratuit. Les enfants rentraient gratuitement. Et comme dirait l'autre, quand c'est gratuit, c'est dans mon prix. C'est ça. Oui. Non, mais il faut le reconnaître quand même. Parce qu'à l'époque, Greg, un gamin, c'est un adulte, c'est une place. Bien sûr. Tu ne payais pas Greg à l'époque. Non, je ne payais pas. C'était déjà Noël. C'était le bon jeton. On pourrait faire comme les kangourous, les mettre dans la poche. Mais c'est compliqué. Merci, messieurs, pour avoir fait le tour de la question de ce débat. On va passer tout de suite au top flop. Ton top, Christophe? Mon top, c'est un joueur de l'ASM que je trouvais plutôt assez un peu décevant et très en dedans depuis le début de saison. C'est le talonneur Johnny Lugia. Alors hier, il a fait, par contre, il y a eu 1 ou 2 actions où le cochon il a oublié de passer le ballon, notamment sur une percée, un champ où il a un de chaque côté. Mais par contre, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans le domaine physique, dans l'engagement, dans la dimension athlétique. On a retrouvé un peu le Lugia. Quasi parfait sur les lancers en touche aussi. Très dynamique dans le jeu. Mais une dynamique dans le jeu que je n'avais pas vu depuis. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu aussi explosif. Et si l'ASM veut aller loin dans une des 2 compétitions cette saison, il faudra cet Lugia là. Voilà. C'était pas facile à dire. C'est pas facile à dire sans bégayer. Ton top, Valérie? Et ben moi, ce sera Aurillac. Voilà. Parce que j'aurais. Ah, t'as coupé l'herbe. Non, c'est pas moi. Non, franchement, ouais. J'aurais pas mis un sou, comme dirait l'autre, sur la victoire face à Oyo, le leader. Bravo. Bon, c'est vrai que les conditions climatiques les ont sûrement aidés un petit peu. Ouais, enfin bon, ils ont fait. Si Oyo jouait toujours. Ouais, exactement. Maintenant, ils jouent sur un terrain synthétique à Oyo. Donc c'est différent. Voilà, c'est terminé depuis 2 ans. Mais franchement, ce qu'a fait Aurillac, c'est bien. Et heureusement, puisque Rouen derrière a gagné. Donc il fallait absolument l'emporter, c'était vraiment pas gagné d'avance et voilà. Donc on espère tous qu'Aurillac va se maintenir. Jeff Ducantal dans ton top ou pas? Moi le premier alors. Non, de La Rochelle dans mon top. La Rochelle qui avait, on peut le dire quand même, vécu une phase allée de Champions Cup problématique et il était déjà éliminé de toute compétition. Ils ont trouvé le moyen de non pas se relancer. D'une compétition. Oui, ils ont trouvé le moyen non pas de se relancer mais de montrer que la Coupe d'Europe c'est important, il y a des choses à faire. Et ils ont été gagnés à Glasgow 12-7. Alors ça n'a pas dû être un très 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 grand match avec beaucoup dans des conditions météo absolument dingues. Des conditions écossaises. Non, mais de la pluie. La pluie tombe comme ça là-bas. Voilà. Mais bon, c'est la preuve que même une équipe
qui n'a plus rien à jouer dans une compétition peut quand même disputer et jouer le jeu jusqu'au bout. Et avoir un peu d'amour propre. Voilà. Comme il parle de La Rochelle, un petit mot quand même sur Brock James qui a passé la barre des 3000 points, et dont la plupart avec l'ASM malgré tout. Et donc il est plus qu'à 6 points de l'ancien castré Telé. Donc voilà, donc il va se retrouver tout en haut. On peut imaginer qu'il va passer 2 pénalités ou 2 drops d'ici la fin de saison. Des chances. Voilà, il y a de fortes chances. Sauf jambes cassées. Oui. Donc, parce que ça sûrement sa dernière saison, mais bon voilà, on va le retrouver tout en haut. Voilà, ça fera un 4e top. Merci Valérie. Ton flop, Jeff? Mon flop, Goussen. Ouais. Je sais pas, alors peut-être que les gens n'ont pas vu ce match samedi après-midi entre Montpellier et le Stade Toulousain en Coupe d'Europe, mais voilà, Goussen pour sa nonchalance, son désintérêt, son je m'en foutisme. Je crois que c'est Garba-José qui dit on a pris des essais grotesques. C'est pas grotesque, ce sont des essais honteux, et notamment celui dont Goussen est à l'origine. Le ballon rebondit, il pense peut-être que le ballon va aller en ballon mort, il voit qu'il va en touche, donc il s'en saisit, sauf que c'est lui qui finit en touche. Et qu'est-ce qu'il ne trouve pas de mieux à faire, Goussen? Quasiment, il tend le ballon au talonneur toulousain pour que celui-ci joue la touche rapidement et sans se replacer, en étant spectateur. Amorphe. Oui, non, c'est ça. Je fais juste une petite parenthèse. Un joueur qui doit palper entre 40 et 50 000 euros par mois, on se rappelle le mini-scandale de son départ du Racing, son année et demie en Afrique du Sud à vendre de la viande ou du saucisson, je crois, pour quelques milliers d'euros. Non, à vendre des selles de chevaux. Voilà. Commercial. On se dit qu'il n'a pas seulement vécu de son salaire d'Afrique du Sud, mais peut-être aussi d'une petite aide de son futur club. Bref, quoi, c'est pas normal qu'un joueur de ce talent soit aussi peu investi. Voilà. Tu parles de cette action où il donne le ballon au talonneur, ça me fait penser quand même qu'il faudra un jour éclaircir la règle de ces lancers en touche rapide. Oui. Parce que là, j'ai vu le talonneur quand même faire 2 feintes de lancer. Alors que si c'est une touche classique avec alignement, on n'a pas le droit. Il peut pas. Là, c'est quand même limite. Exactement. On va peut-être se pencher sur la question un jour. On aura l'occasion d'appeler des c'est vrai que tu arbitres. peux pas le faire sur un lancer classique. Ah non, oui, et puis là, il fait c'est pareil. C'est pareil. À partir de quand la touche est-elle marquée ou pas Voilà. Alors après, on peut pas lui jeter la pierre. S'il avait jeté le ballon en touche, on aurait dit c'est contre les valeurs de l'Ovalie. Il a voulu retarder le jeu, comme au foot, on le voit souvent. Tous les joueurs le font. Mais c'est plus sur la façon dont il s'investit. Mais c'est sur son comportement, son état d'esprit, sa façon d'être et d'évoluer des sur cette action. Sur la désinvolture. Il y a quelques années, je m'en foutisme. Il y a une douzaine d'années, c'était un joueur qui était à l'ASM, qui jouait arrière et qui venait de Bourgoin, qui avait fait preuve de cette désinvolture sur un match à Castres. Et sur l'action Péclier, pour pas le citer. Et sur l'action suivante, Cotter l'avait sorti de l'équipe. Voilà. Et on l'avait plus beaucoup revu. Bien de lui, on imagine. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton flop, Valérie? C'est un peu le même que Jeff, mais au sens large. C'est cette équipe de Montpellier. Voilà. Je me suis ennuyé à la regarder jouer. C'était prévisible, poussif. Franchement, j'ai trouvé ça triste. Je me suis embêté devant ma télé. Et voilà, on nous promettait Monts et Merveilles. Et puis c'est très compliqué. La Coupe d'Europe est terminée. Voilà, je me suis. Il y a 3 semaines, on parlait de l'effet Garba-Josa. Ça n'aura pas duré. Ou alors, il n'est pas encore venu. Ouais. Non, ça paraît compliqué à Montpellier. Et puis en plus, ils ont perdu Picamol pour longtemps aussi. Mais voilà, donc j'ai trouvé que ça manquait de tout, de peps, d'envie, de vie en fait. Voilà. On ne sait pas ce qu'il faudrait à Montpellier pour que ça matche. Je sais pas, mais on fera pas de podcast Montpellier aujourd'hui. De Popscan non. Mais c'est compliqué parce que effectivement, il leur manque peut-être Philippe Saint-André qui a annoncé. Qui est annoncé. Mais Cotter est toujours là. La moitié de son staff qu'il avait mis en place continue à travailler avec le nouveau staff de Garba. Pour avoir parlé avec un joueur de Montpellier, c'est un bordel noir. Ouais, c'est compliqué. Après, ils sont pas si mal que ça en championnat encore. Oui, allez, stop. Pourquoi t'as un super top? Non, je sais pas, mais on va passer à son flop. Non, mon flop, c'est un peu plus loin à l'est de Clermont, c'est le Loup. Ouais. Parce que pour aller perdre à Trévis, quand même, il faut se lever tôt le matin. Faut y mettre du sien. Alors que bon, ils venaient de franchir un cap important. Ils avaient crevé leur plafond en remportant leur premier match de Coupe d'Europe face à Trévis de leur histoire. Même s'il n'y avait plus rien à perdre, quoi. Plus rien à gagner. Et plus rien à gagner. Je pense qu'un voyage à Trévise, bon, ça se néglige pas, ça se prend pas par-dessus la jambe. Et là, ça fait un peu désordre, quoi. D'aller perdre en Italie, c'est pas très glorieux. Alors, bon, on comprend bien que l'aventure européenne était déjà finie pour eux. Mais pour un club qui brigue les sommets et accéder à des titres assez rapidement,
Ouais, c'est pas terrible. Même si les Comme comportement. Italiens ont progressé depuis qu'ils sont dans la Ligue 7, il faut le dire Oui, aussi. oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon. Mais pour Lyon, je pense que le vrai match à suivre, c'est celui à Castres. Là, on va voir qui va arriver. Et donc, s'ils perdent encore une fois de plus, je pense que parce qu'aujourd'hui leur classement est quand même un peu, c'est un tropisme un peu déformé parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs à domicile. Donc là, s'ils font pas mieux, je pense qu'après, mais les choses peuvent se recentrer. On verra. Mais le match à Castres va être important pour eux. Tropisme. Allez. Compte double. Oui. Tout de suite passer au quiz. Qui n'a rien à voir avec les îles paradisiaques. Je vais pas vous donner le thème. Ah bon. Vous faire deviner. Ça va être le premier point qui va être en jeu sur cette charade. Le thème. Ah non, il a osé. Ce quiz. Il a osé. Charade. Rendez-nous Martial. Rendez-nous Martial. Et de l'eau et de la terre mélangée. Ça, c'est mon premier. Mon deuxième vient avant 3. Bout 2. Mon troisième est le mouvement d'une chose lancée parcourant une certaine trajectoire. Un G. Et mon dernier est la 12e lettre de l'alphabet. Mourad Boudjelal, ce sera le thème. C'est pas. Ah, c'est le thème. Ah, c'est le thème. Ce sera le thème de ce quiz. D'accord. Un point pour Valérie. Bravo Valérie. Bonne charade. J'ai trouvé Bou et 2. Bon, je vous apprends rien. Si je vous dis que Mourad toi, Boudjelal, tu parles trop, Jeff. il vivra donc son dernier match en tant que président. Je peux parler. Il vivra son dernier match en tant que président du rugby club toulonnais ce week-end face à Clermont. Voilà. Son jubilé. Son jubilé, exactement. Premier, alors. C'est pas très clair, tu sais, cette histoire. Deuxième partie du quiz. Je vais vous donner des citations. Vous allez me dire si elles ont été prononcées par Mourad Boudjelal ou pas. On sait que c'est le roi de la décla. Ouais. Allez, c'est parti pour la première. Ils sont vieux, ils s'accrochent, ils se liquéfient, ils vont rester nous emmerder jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils se pissent dessus? Non. Mourad Boudjelal, c'était le 9 juin 2012. Attends, j'ai pas répondu moi. T'as dit oui, toi. Gravataire. Un point pour Jeff. Bravo, Jeff. C'était à propos des dirigeants du rugby français devant la presse au Stade de France après la défaite de Toulon contre Toulouse en finale du top 14. J'ai vu que l'architecte aimait bien les poteaux. C'est un choix personnel. Dans son enfance, on a dû l'empêcher de jouer au Mikado. Oui. Non. Oui, Valérie, un deuxième point pour toi. C'est à propos du nouveau stade de Bordeaux, bien sûr. Et c'était sa vision du stade, Mourad Boudjelal. Il n'avait pas compris que les poteaux qui sont à l'extérieur étaient faits pour renvoyer à l'image des Pins des Landes qui sont pas très loin de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. Mais avec sa culture méditerranéenne, peut-être qu'il ne pouvait pas savoir. Pas Pins des Landes, voilà. Les avants de Clermont ont généralement leur QI marqué dans leur dos. Non. Non, c'est pas moi. Mais il y en a qui l'a dit ça? Non, il n'y avait pas Clermont dedans. C'est de toi? Non, je ne dois surtout pas dire que c'est de moi. Non. On en a connu certains, par contre. C'était inventé. La consanguinité est à l'origine de la disparition de grandes civilisations. C'est peut-être ce qui fera disparaître le rugby français. Oui. Oui. Donc, un point pour vous, messieurs. Effectivement, c'était le 22 octobre 2015 à propos du rugby français. Alors, dernière chose, à propos de Mourad Boudjelal, je vais vous donner des affirmations. Vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Oui. Vrai. Vrai pour toi aussi, Valérie? Oui. Ouais, un point pour vous tous. Effectivement, c'est Valérie qui est toujours en tête d'un point. Il existe une rue Mourad Boudjelal à Toulon. Non. Faux. C'est effectivement faux, c'est pas possible. Pas encore. Ça viendra peut-être. Donc pour l'instant, je retiens que Jeff est à la traîne. Ah non. Que Christophe. Je viens d'égaliser. Non, tu es juste derrière. Non, tu es juste Vous derrière. avez compté. Qui a marqué le point là? Non, là c'était collégial comme réponse. Ah, Je suis à la ok, traîne. égalité. On va jouer sur le dernier, t'as raison. T'as le sens du spectacle. La VAR. Valérie. C'est le banco, c'est le super banco. Valérie Guinard qui est derrière la caméra nous dit. Ah oui, elle nous dit qu'effectivement c'est le sens du spectacle, c'est l'égalité qui va compter. Toi, tu veux un café gratuit après. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous poser une question. Pour son premier match dans l'élite, en tant que président dans l'élite du rugby français, pas en Pro D2, dans l'élite, Mourad Boudjelal son club a battu une équipe laquelle? Bordeaux. Non. Agen. Non. On va tous les passer. Si on les fait tous, c'est pas Clermont quand même. Clermont, Christophe. Ah ouais. C'était face à Clermont, victoire 22-16 du rugby club toulonnais. C'était le premier match. La première saison n'a pas été fantastique. Non, ils avaient perdu. Mais en revanche, le premier match, il l'avait remporté face à Clermont et son jubilé, c'est une nouvelle fois face à Clermont. La boucle est bouclée. Alors, ça reste assez flou l'histoire autour de jubilé. Hein. Oui. Là. Mais nous, ça nous a fait un bon thème de quiz. Voilà, c'est l'essentiel. Et une nouvelle fois, c'est Christophe qui l'emporte comme d'habitude. Allez, à bientôt. Merci, messieurs. À bientôt et bonne semaine. Ciao. Au revoir. Ciao.